Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du TN Show. Aujourd'hui, c'est une émission sport qui nous attend. On va parler de foot, on va parler de rugby, de tennis aussi. On va faire comme d'habitude, on va procéder de la même manière. On va faire dans un premier temps une revue d'actualité chacun, parce que cette fois, tout le monde a travaillé, plus ou moins. Nous verrons cela. Et puis, dans un deuxième temps, les chroniques habituelles. Voilà, vous êtes prêts? C'est parti! Et la première actualité que je vais vous présenter se situe à l'échelle locale, puisqu'en effet, le jour où on tourne cette vidéo, ce sera ce week-end, la 13e édition de la course Run in Lyon, qui devrait rassembler cette année 30 000 personnes, dont 14 000 qui sont inscrits pour les 10 km et 3 000 pour le marathon. Bravo à eux. Moi, je le fais pas encore, mais bientôt, promis. Moi, je l'ai déjà fait. Oui. Ouais. Plusieurs fois. J'ai des amis qui se sont entraînés. En vrai, le parcours est classique, mais il y a quand même, je crois, les pavés de Fourvière, la montée de Fourvière, je crois. Ah non, c'est tout plat le parcours. Enfin, en tout cas, moi, j'avais fait le 10 km. Non, c'est assez plat. Okay. C'est une autre course qui est dans les à Fourvière. C'est une autre course qui est en novembre, il me semble. Ok. Voilà, donc je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la deuxième revue d'actualité de Tom. Eh ben moi, je vais parler des droits de diffusion de la Ligue 1, des droits de diffusion de Ligue 1. Du coup, il y a eu les enchères pour ces droits de diffusion pour la période de 2024 à 2029. Voilà, il faut se préparer à cela. Chez Clifford Chance, c'est un cabinet d'avocats un petit peu connu, voilà. Mais visiblement, personne ne veut de notre beau championnat. Il va falloir négocier parce que la LFP, la Ligue française de football, a mis aux enchères 5 lots en gros, dont 2 pour les matchs qui coûtaient pas moins de 800 millions d'euros rien que pour les matchs, et personne ne s'aligne. Pourtant, beIN Sport, la chaîne très connue, avait proposé le rachat avec des conditions financières solides, mais ça reste quand même un budget énorme, et la LFP avait refusé. Beaucoup trop radin, visiblement, ils voulaient pas écouter, ils voulaient pas s'aligner avec beIN Sport. Du coup, ils vont en fait devoir maintenant négocier directement avec ceux qui avaient des intentions d'achat, et le directeur Vincent Labrune voulait espérer toucher 1 milliard cette année avec tous les lots, mais avec les négociations qui vont avoir lieu, malheureusement, il va pas empocher le milliard, dommage. Tu vois, t'es pas milliardaire cette année, mais t'inquiète, ça va venir. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On passe à Alan. Je vais vous parler d'un sujet bien français, les JO de 2024. En effet, le comité d'organisation de Paris pour les JO de 2024 et des agents chargés de la cérémonie ont été perquisitionnés mercredi 18 octobre au matin dans le cadre d'une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et recel. Le comité d'organisation des JO 2024 et des agences d'événementiel chargées des cérémonies d'ouverture et de fermeture de ces JO à l'été 2024 ont été perquisitionnés mercredi matin dans le cadre d'une nouvelle enquête menée par le parquet national financier selon les informations de l'AFP. Nous n'en savons pas plus, on n'a pas forcément de nom exact de qui aurait pu faire quoi. On suivra l'actualité là-dessus. Merci beaucoup Alan. Moi, un peu plus joyeux sur les Jeux Olympiques, je sais pas si vous savez, mais Mbappé a confirmé, a dit sa volonté qu'il aimerait participer et peut-être gagner l'or olympique. C'est quelque chose. J'ai pas vu, mais vous pensez que c'est pertinent de mettre
peut-être le meilleur joueur du monde. Dans les JO, on sait que c'est rarement là où les nations alignent leurs meilleures équipes. On se rappelle. Moi, je connais pas assez le foot pour en parler. Mais c'est vrai qu'au foot, le foot est très sous-coté dans les Jeux Olympiques. On se rappelle Neymar en 2016, je crois, qui avait participé, qui avait gagné l'or olympique avec un sublime coup franc contre l'Allemagne. Un pur régal pour les yeux, lui qui s'était blessé en demi-finale, qui avait pas pu faire la demi-finale contre les Allemands et le match catastrophique dont on rappellera pas le score. Voilà. Ma deuxième revue d'actualité va porter sur un sujet du tennis. Je vais en parler plus longuement dans ma chronique plus tard dans la vidéo, mais je tenais quand même à souligner que c'est Becker qui a été choisi par Rune pour l'entraîner. Boris Becker, qui est un grand champion de tennis, qui était jusqu'en 2015 le coach personnel d'un certain Novak Djokovic, pas très fort. On ne le connaît pas bien, ce joueur-là. Et donc Boris Becker, il revient dans le coaching. Il a une approche qui est assez intéressante parce que il se présente lui-même comme un psychologue du tennis. Alors c'est un titre qui ne vaut rien en soi, mais il propose une analyse pertinente qui est de dire que les sentiments et ce qu'on ressent finalement sur le court pour un joueur de tennis, c'est extrêmement important à prendre en considération et ça peut évidemment jouer sur les résultats des joueurs. Et c'est une analyse que je partage. Et on peut dire qu'en ce moment, Holger Rune n'est pas en très grande forme sur le plan tennistique, puisqu'il a perdu les 8 de ses 9 derniers matchs. C'est aussi le cas de Félix Auger-Aliassime finalement, qui ne fait pas une très bonne saison, et on voit qu'il commence à avoir des rumeurs qui émergent sur la possible rupture avec son coach secondaire, qui était le légendaire Tony Nadal, qui est l'oncle et l'ancien coach du grand Rafa. Chauvin, va. Ça coûte combien une séance de psychologue avec Boris Becker? Tu penses que c'est remboursé par la Sécu? Je suis pas sûr, mais il y a toujours moyen de négocier, je pense. Ouais, je l'appellerai personnellement avec notre grand média. Bon, moi je vais passer à une revue un peu plus musclée avec des hommes qui vont à la salle, qui courent très vite et enfin pas si vite que ça, mais qui sont très imposants. On va parler du rugby. Du tragique sort de France-Afrique du Sud. Vous avez sûrement suivi, j'ai pu voir que des résumés. Mais la France a perdu malheureusement, 28-29, 3 essais pour les Français, 4 pour les Africains. 2 transformations en plus, que 2 transformations sur 3, alors que l'Afrique du Sud, 3 sur 4 aussi. 3 pénalités pour les Français, une pénalité pour l'Afrique du Sud. Et malheureusement, un match passionnant. L'Afrique du Sud a même dit que il y avait largement jeu égal. Antoine Dupont, le capitaine, qui revenait de convalescence d'une blessure, s'est plaint d'un arbitrage très 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 médiocre d'après lui. Et c'est dommage parce que je suis pas chauvin et je suis pas la personne qui suit le plus le rugby, mais les quelques matchs que j'avais vus et ce que j'avais pu lire, la France c'était comment dire, on savait que l'Irlande qui ont perdu aussi contre la Nouvelle-Zélande 28-24 d'ailleurs je crois, était favorite, et la France, même si on est français et qu'on est peut-être un peu chauvin, je trouve ils avaient un rôle d'outsider, mais ils étaient peut-être aussi limite l'équipe la plus en forme du monde, et c'était il y avait beaucoup, moi ça me tenait à cœur de suivre cette Coupe du Monde, et c'est dommage pour les Français d'être sortis si tôt. En tout cas, vous avez tous fait battre nos cœurs. Le président de la République les a d'ailleurs remerciés pour leur parcours sur Instagram. Déjà en match préparatif, qu'on est Préparatoire. Qu'on ait éclaté les All Blacks, qui est une première dans l'histoire du rugby, que la France gagne contre les All Blacks. Non, c'était pas une première, mais en tout cas, c'est là en phase c'était un exploit. En phase de poule, ça reste un exploit contre les All Blacks, et on dit tous que c'est mieux de les avoir tapés à ce moment-là parce qu'ils sont vraiment montés en puissance comme un bon vieux diesel avec le temps. Voilà. Tom qui file toujours la métaphore avec les voitures ou les motos. Environnement, une révolution pour les Bleus. Si ce n'est pas encore officiellement acté, le patron du football français, Philippe Diallo, a évoqué ce jeudi 19 octobre son envie et son ambition de voir l'équipe de France masculine se déplacer en train pour des trajets de moins de 3 heures.
Il a dit, avec Didier Deschamps, nous allons commencer à étudier le déplacement de l'équipe de France en train à Lyon en mars. Pour qu'elle donne le bon exemple et mettre en lumière l'objectif de la transition écologique de la Fédération française de football. A ainsi expliqué en conférence de presse Philippe Diallo, président depuis juin, après la démission de Monsieur Noël Le Graët, fin février. En mars, j'espère, je souhaite, je pense que l'équipe de France fera des déplacements en train, a-t-il appuyé. Nos sélections nationales prendront le train dans tous les déplacements de moins de 3 heures. Ils sont à l'heure actuelle à l'étude avec la SNCF pour savoir comment s'organiser sur ces grands déplacements qui a un gros enjeu au niveau de la sécurité des joueurs, mais aussi pour la logistique. Merci beaucoup Alan. Quant à moi, je vais finir par 2 revues d'actualité, une concernant le cyclisme et puis une concernant l'athlétisme. Alors concernant le cyclisme, la France a évolué dans le classement des nations qui est mis à jour par l'UCI, l'Union cycliste internationale, passant de la 6e à la 5e place. Le classement est organisé de manière à ce que les 5 premières nations puissent positionner en tout cas davantage de coureurs que les autres, de coureurs cyclistes. Ainsi, les 5 premières nations, dont la France, pourront avoir 4 cyclistes contre seulement 3 pour les 5 suivantes, 2 coureurs pour les nations positionnées de la 11e à la 20e place, et enfin un seul coureur pour celle de la 20e à la 53e place, qui est aussi accessoirement la dernière place du classement. Donc, je le disais, 4 cyclistes français représenteront la France lors des JO de 2024, lors de la course en ligne de 273 km qui se tiendra le 3 août prochain. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places si vous le souhaitez. Je crois que c'est même trop tard maintenant. C'est trop tard. C'était encore avant. Donc la course longue de 273 km se tiendra dans Paris Intramuros. Et puis la seconde épreuve de cyclisme après cette course de ligne, ce sera une course contre la montre individuelle. Concernant l'athlétisme maintenant, c'en est fini pour le marathonien Titus Ekirou, 31 ans, lui qui avait remporté le marathon de Milan en mai 2021 en seulement 2 heures et 2 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi personnellement je cours de temps en temps et c'est un temps absolument dingue. 2 heures 2 heures et 2 minutes. Attends, c'est 47 km un marathon. 42. 42 et 200 mètres, etc. Ça fait 21 km/h. Hein. Ouais, non mais c'est absolument incroyable. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il était dopé. Il a été contrôlé positif au dopage. Et puis, il a même récidivé parce que lors d'une autre course à Abu Dhabi, il a encore une fois été contrôlé positif. Donc la sanction vient de tomber pour lui. L'AIU, l'unité d'intégrité de l'athlétisme, vient de le condamner à 10 ans de suspension pour dopage et tentative d'obstruction à l'enquête. Ce qui est pas très joli parce qu'en plus il y avait l'enquête. Mais il n'a pas voulu s'y soumettre et il a essayé de passer outre. On peut aussi affirmer que sa carrière est finie puisque dans 10 ans, il sera âgé de 41 ans et ça m'étonnerait qu'il arrive à faire de tels exploits à un âge avancé, même si on a tous dans la tête le contre-exemple de Federer qui a pris sa retraite à 42 ans ou 41. Plutôt 41 il me semble. 41 2022, septembre 2022 c'est ça. par là. Donc il devait avoir 41 ans. Donc c'était un sportif très vieux mais c'est pas le même sport, c'est pas le même effort. Donc je pense que honnêtement sa carrière est finie. Et puis soulignons et du coup moi je vais passer à ma 3e revue d'actualité, je vais parler du match du Paris Saint-Germain contre Newcastle. En tout cas en substance, j'ai pas pu voir le match. Mais j'ai pu voir comme d'habitude mes petits résumés. Paris qui a perdu 4-1. Ils pensaient que ça allait être un match facile alors qu'ils sont un petit peu dans le groupe de la mort en Ligue des Champions. Ils se sont vraiment rendus sur le terrain très confiants. En plus, nord de l'Angleterre, il fait froid, il pleut. Et il y a une irrégularité sur le terrain. La pente à Newcastle fait qu'il y a une petite pente sur le terrain. Et c'était par exemple sur un des côtés de Mbappé. Et même si c'est un très bon sportif, vu qu'il y a une petite pente, taper des sprints à répétition, revenir, ça fatigue vraiment beaucoup. C'est bien sûr, c'est pas ça qui a fait le sort du match. Les Magpies, comme on les appelle, ont été très agressifs et les Parisiens ont pas su suivre physiquement. C'est d'ailleurs le capitaine Marquinhos qui a fait une première erreur
Ougarté, le milieu de terrain qu'on vante ses talents depuis le début de saison. Il est très bon, mais on fait tous des erreurs. Et malheureusement, Paris a vraiment pas pu suivre le rythme. La première ligne, on sait que c'est très exigeant, que tous les joueurs sont parfaits physiquement et que voilà, il y a une vraie constance physique dans le match. Et ils n'ont pas réussi à suivre et ils se sont pris une sacrée fessée, comme on dit. Et voilà, il faut maintenant espérer qu'ils se ressaisissent. C'est toujours le club qu'on attend quand même en Ligue des Champions, en tout cas en France, qu'ils aillent le plus loin possible. Voilà. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Qui veut commencer à faire sa chronique? Je veux bien commencer. Allez, vas-y, à toi l'honneur, Alan. Alors, je vais vous présenter un sport qui, pour les jeunes, est pourtant méconnu, pour les Français est également méconnu, mais qui, pour les Lyonnais, surtout, on va dire, de plus de 40 ans, est une tradition. Je vais vous parler notamment de la boule lyonnaise, qui a été créée au XVIIIe siècle. On n'a pas réellement de date précise. Elle a été instituée comme sport, on va dire classée comme sport dans les années 1950. Qu'est-ce que la boule lyonnaise? Vous me direz, c'est comme de la pétanque made in Lyon. Non, pas du tout. Déjà, il y a une grosse différence physique. Notamment, le terrain est beaucoup plus long. Les boules qu'on utilise dans les boules lyonnaises sont beaucoup plus lourdes. On pourrait croire que c'est un sport de flemmard, que c'est un sport de vieux, mais non. Il y a beaucoup de femmes, comme il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la pratique. Et notamment dans toute la France, il y a aussi des compétitions qui se déroulent en Croatie et dans d'autres pays. C'est un sport vraiment unique en son genre qui a diverses compétitions. Il y a les compétitions qu'on pourrait appeler interdépartementales, interrégionales, le championnat de France, où là c'est des clubs avec des équipes de 3 joueurs qui s'affrontent. Voilà, on tire, on pointe, un peu comme à la pétanque. Ça se joue à 13 points. Et il y a les compétitions de clubs. C'est 2 clubs avec plusieurs joueurs. Ça peut aller vraiment à un nombre de joueurs affolant qui s'affrontent. Et là, c'est avec des objectifs précis. Par exemple, il y a le tir où nous allons faire que des tours de terrain et tirer. On a le précision où là, ça va être le but d'aller le plus près du but. Et voilà, toute cette pratique. Pour avoir parlé à beaucoup de ce qu'on appelle les boulistes, les joueurs, ils se regrettent un peu que ça soit un sport de moins en moins connu, qui pourtant fait garder une certaine forme physique de par le cardio qu'on doit avoir, surtout pour tirer, la précision qu'on doit avoir également. C'est un sport de grande précision. Donc n'hésitez pas à venir le découvrir. On a également 2 compétitions bien connues. Le week-end de Pentecôte qui se passe sur Bellecour, qui est une compétition historique qui réunit parfois plus de 1000, 2000, 3000 personnes, très appréciée des Lyonnais, jeunes comme moins jeunes. Il y a également l'Émile Terrier. Émile Terrier, qui c'est un dirigeant qui, d'après le site société.com, qui recense toutes les entreprises françaises, a plus de 13 entreprises. Et du coup, il a fait sa propre compétition avec des gros lots où il prend en charge les frais de transport, les frais d'hôtel, il prend en charge pas mal de frais qui peuvent parfois coûter une sacrée tonne. Et cette compétition est très, on va dire, sélective, car faut avoir vraiment des contacts pour y rentrer et faut être dans les meilleurs. Et les lots sont parfois très impressionnants. Merci beaucoup, Alan. Je vais donc maintenant vous présenter ma chronique qui va porter sur le monde du tennis. Je suis un grand fan de tennis, comme vous le savez. J'ai divisé cette chronique en 3 parties. Premièrement, je vais revenir et faire une sorte de récit du Master 1000 de Shanghai de tennis qui s'est tenu récemment. Dans un deuxième temps, je vais revenir sur de l'actualité plus chaude en parlant de l'ATP 250 d'Anvers en Belgique. Et puis, je dirai aussi quelques mots sur l'ATP 250 de Stockholm en Suède. Et puis, enfin, une 3e partie dans cette chronique avec des prospections sur la fin de saison des joueurs. Alors, dans un premier temps, parlons du Master 1000 de Shanghai, qui s'est déroulé à Shanghai, du coup, assez logiquement, du 2 au 15 octobre dernier. Il a vu s'imposer Hubert Hurkacz, l'actuel 11e mondial, en finale lors d'un match assez serré, opposé au Russe Andrei Roublev, avec un score final de 6-3, 3-6, 7-6, avec 18 dans le tie-break décisif. Hurkacz gagne ici son deuxième tournoi
de Master 1000, après celui de Miami qu'il avait remporté en 2021. Andrei Rublev, le Russe, a perdu une occasion de redorer sa saison entachée par des résultats quelque peu décevants pour lui. Il ne parvient plus à se concentrer comme il en avait l'habitude auparavant. Il s'est d'ailleurs énervé sans raison particulière contre un photographe dans le 3e set, l'accusant d'avoir bougé alors qu'il venait de perdre un point en subissant un contre-pied de la part d'Urkash. C'est un peu lourd de café tout de même. Il s'est vu sanctionné d'un avertissement immédiatement par l'arbitre de chaise. Soulignons également que Roger Federer était présent dans les tribunes puisqu'il était en voyage ces jours-ci en Chine. Peut se le permettre. Ça c'est bon. Ensuite. C'est Federer. Revenons maintenant sur l'ATP 250 d'Anvers. Les Français sont à l'honneur. Enfin, Giovanni Mpetshi Perricard, qui est parvenu à éliminer David Goffin tout de même, ancien top 10 mondial, mais qui vient malheureusement tout juste, à l'heure où on tourne cette vidéo, de perdre en quart de finale face à Alexander Bublik, 6-4, 4-6, 6-2. Et on a aussi notre héros national, j'ai envie de dire, Hugo Gaston. Hugo Gaston qui est présent lui aussi en quart de finale de cet ATP 250. Hugo Gaston, le 96e mondial, est parvenu à éliminer le 27e mondial, Juan Lennart Struff, un gros serveur au terme d'un match très serré, 5-7, 7-6, 7-6 avec 13-11 dans le tie-break décisif. Des rallyes et des points de dingue qui ont été échangés entre un Struff qui dispose d'un jeu très offensif axé sur un service très performant et très puissant lui permettant de mener la danse, en tout cas dans ses jeux de service. Et en face, on a un Hugo Gaston qui, comme on le sait et comme on le connaît depuis son fabuleux parcours lors de Roland-Garros 2020, a un jeu très atypique qui dérange beaucoup les joueurs sur le circuit. Il a un mauvais service et c'est là sa principale faiblesse et il est au courant, il le sait, il travaille beaucoup dessus. Mais il a un jeu imprévisible, il est capable de réaliser des coups gagnants incroyables ou des amortis avec un toucher magnifique. Et là, et sa plus grande force, c'est justement d'arriver à varier son jeu d'une manière qui est vraiment... les adversaires qui ont souvent perdu ou alors fait des matchs incroyables, je me rappelle notamment d'une interview de Tim qui l'avait battu, mais qui l'avait vraiment battu en se donnant à fond. Et Tim, c'était quand même le 3e mondial à l'époque. Et il disait... J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il disait qu'en termes d'amorti, voilà. On avait passé plus d'une bonne dizaine, je pense. Oula, je crois que c'était même beaucoup plus. Je crois que c'était 40 ou 50. Enfin, il arrêtait pas de faire monter au filet. Oui. Enfin, c'est un joueur qui est impressionnant, mais qui malheureusement est assez instable. Il est pas très régulier. Et je pense, c'est là où il a une marge de progression assez significative, en plus de son service. Voilà, donc Hugo Gaston est en quart de finale à Anvers. Il sera opposé aujourd'hui, donc à l'heure où on tourne cette vidéo, il est probablement en train de jouer contre Maximilian Marterer pour une éventuelle place en demi-finale, qui franchement, disons-le, peut être accessible. Maximilian Marterer n'est pas un joueur très régulier lui aussi, même si il est assez fort, il est assez brillant. Donc Hugo Gaston peut très bien, il a une opportunité réelle d'aller en demi-finale d'un tournoi d'ATP 250, ce qui est quand même bien pour un 96e mondial. Et donc cela va dépendre notamment de sa qualité de la récupération qu'il aura fait après le match. Et soulignons tout de même que ça passe beaucoup plus facilement pour Tsitsipas face à Van de Vanschoup. Parlons désormais de l'ATP 250 de Stockholm en Suède. Les Français, là aussi, sont au rendez-vous et ça fait vraiment plaisir à voir parce que ce n'est pas souvent qu'on peut se targuer d'avoir de bons joueurs en France. En effet, Gaël Monfils et Adrian Manarino vont s'affronter aujourd'hui. Pareil, on tourne cette vidéo. En quart de finale, notons également que Stan Wawrinka, vainqueur de 3 titres du Grand Chelem dans le passé et membre du top 10 mondial jusqu'en 2018, a été sèchement battu par un lucky loser, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu un match lors des qualifications mais qui a été repêché dans le tableau principal, dans le tableau final, parce qu'il y a eu un désistement, un abandon. Et donc ce lucky loser, c'est Dino Prismic, qui est au-delà de la 100e place mondiale et qui a réussi à battre Stan Wawrinka. Celui-ci n'a pas adopté une attitude très fair-play, très cordiale.
surtout lors du second set, puisque après une altercation avec l'arbitre de la chaise de rencontre, il a complètement laissé filer le match et ça donne finalement un score qui est sévère, 6-4, 6-1 en moins d'une heure de jeu. Et franchement, Wawrinka, qui est un joueur que j'apprécie énormément, ne nous avait pas habitués à cela. On le connaît, son surnom, Stan the Man, justement en référence, ou Stanimal aussi, un de ses surnoms, en référence à sa ténacité et à son courage et sa combativité. Mon genre préféré. Mon enfance. On peut aussi également dire qu'il a 38 ans et que ça pose toujours l'éternelle question de jusqu'à quel âge ces joueurs professionnels, sous l'égide de Federer qui a pris sa retraite très très tard, jusqu'à quel âge ces joueurs peuvent jouer, avec quel niveau. On voit que Wawrinka, il s'est blessé à la hanche ou au genou, je me rappelle plus. 2017. Après 2017, il a plus été très performant. On voit qu'il essaie de revenir là. Il est revenu en 2019. Il est revenu en 2019, c'est vrai. Il a fait un beau parcours à Roland Garros en quart de finale contre Roger Federer aussi. Ouais, ça c'est. À Roland Garros. C'était en 8e alors contre Tsitsipas. Peut-être, ouais. Mais le match était magnifique. Il est dans les RG classiques sur Roland Garros classique sur YouTube. Et donc c'était un joueur vraiment très complet, incroyable. Et donc c'est vrai, c'est toujours la même chose. Hein. Et la question se pose aussi pour Nadal. Comment on fait après un retour de blessure quand on est âgé, là 38 ans, Nadal 37. Voilà. Donc à voir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voir ces légendes du tennis jouer. N'oubliera jamais tes revers, Stan. En tout cas, pas moi. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Je crois qu'on a tous essayé, mais quand on n'a pas réussi. Sinon, on serait pas. Ça s'appelle le talent, tout simplement. Voilà, ça s'appelle le talent. Travail. Je vais donc revenir dans la troisième partie de ma chronique sur les perspectives de la fin de saison de tennis qui approche malheureusement à grands pas pour tous les fans de tennis. Alors, premièrement, on va parler du Master 1000 de Paris-Bercy qui se déroulera du 28 octobre au 5 novembre prochain. Novak Djokovic fait figure de grand favori. Évidemment, il est premier mondial. Mais attention à ne pas parler trop vite. On se rappelle tous qu'on le voyait déjà vainqueur l'année passée. Et je sais, parce que pour cause, j'y étais et je l'ai vu jouer. J'ai eu la chance d'aller voir le Master Paris-Bercy. C'est un tournoi qui est absolument fabuleux dans l'Accor Arena. Et oui, je vais en parler, puisque l'année passée, Djokovic a atteint la finale. On n'attend pas moins de lui, mais il a été battu par un jeune, un inconnu, nommé Holger Rune, qui avait produit une quinzaine exceptionnelle et qui l'a battu lors d'un combat titanesque qu'il a délivré et dans lequel il est parvenu à renverser la tendance et le cours du match et faire déjouer le grand Djoko avec un score final de 3-6, 6-3, 7-5. Celui qu'on surnomme Nolé a d'ailleurs annoncé s'inscrire également cette année en double pour le tournoi parisien aux côtés de son compatriote Kekmanovic afin de préparer la Coupe Davis et je vais en parler plus tard. Cette Coupe Davis, c'est pour lui le principal objectif de l'année. Je pense que j'ai parlé de Rune, qui est le tenant du titre, finalement à Paris, mais on sait aussi tous qu'il y a le grand Alcaraz, qui est deuxième mondial, qui subit depuis sa victoire de Wimbledon, il subit quelques défaites quand même, quelques déceptions de ce côté, mais je pense que c'est un grand champion, il est très jeune, je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté tout de suite. Je pense qu'il a encore cette ténacité, hein, il est très jeune. Hein. Il commence à avoir la technique, voilà, donc il manque un peu de vision de jeu. Je pense qu'il va revenir. Il va revenir il est déjà à un très bon niveau, mais là il connaît des déceptions. Il va revenir, donc faut pas le rayer de la liste tout de suite en tout cas. Voilà. Parlons dans cette deuxième partie du Master de Turin, donc qui va venir peu de temps après le Master de Paris. Lors de ce Master de fin d'année, c'est un tournoi traditionnel hein, qui existe depuis longtemps. Tous les joueurs du top 10 mondial sont conviés. Alors, j'ai pris le classement mondial de l'ATP aujourd'hui. Donc, Djokovic en première position, Alcaraz, Medvedev, Sinner, Rublev, Rune, Tsitsipas, Rude, Zverev et Fritz. Et donc, ces 10 joueurs mondiaux seront conviés à Turin, avec aussi les 10 premiers joueurs en double. Et ils disputeront durant une semaine les Masters et c'est une organisation de tournoi qui est bien différente au tournoi traditionnel mais je prendrai trop de temps à vous expliquer ça aujourd'hui. Ah oui, c'était une belle rencontre.
Ah oui, c'est des belles rencontres. C'est des rencontres toute la semaine entre les meilleurs mondiaux pour déterminer vraiment qui est le meilleur mondial, le meilleur joueur mondial. Je vais finir cette chronique par parler de la Coupe Davis. Cette Coupe Davis 2023, en tout cas les phases finales de cette Coupe Davis, se tiendra à Malaga du 21 au 26 novembre prochain. Un tournoi qui est organisé de manière assez complexe à comprendre, et là aussi, comme le Master de Turin, je ne vais pas vous expliquer et pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais c'est un tournoi par équipe, les finales regroupant les 8 pays qui se sont imposés lors des rencontres qui ont eu lieu à plusieurs reprises cette année. En cette année 2023, les 8 nations sélectionnées lors de la finale sont la Serbie, menée par Novak Djokovic, qui, comme je le disais, a déjà affirmé que c'était l'un de ses grands objectifs de la fin d'année, la Coupe Davis. Donc la Serbie, le Canada, la Finlande, la République tchèque, l'Australie, l'Italie, les Pays-Bas et enfin la Grande-Bretagne. En une semaine se tiendront donc les quarts, les demi et la finale. Celle-ci est programmée pour le dimanche 26 novembre. Et donc, juste pour conclure, lors de chaque rencontre entre deux nations, il y a 2 matchs de simple et un match de double. Voilà. Donc les joueurs arrêteront leur saison suite à la Coupe Davis. Cette saison 2023 qui fut chargée comme l'ensemble des saisons le sont généralement. Ils profiteront d'un temps de repos avant de reprendre la direction des cours et de l'entraînement en vue de la préparation du premier tournoi du Grand Chelem qui sera l'Open d'Australie, qui se déroulera du 14 au 28 janvier prochain. Et pour finir, enfin, Djokovic a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait son retour à la compétition lors de la United Cup, qui est encore une compétition par équipe, afin de préparer Melbourne. Ce sera sans Nadal, qui fera bel et bien son retour à l'Open d'Australie. Moi, je vais passer à une chronique un petit peu plus fait au fil de l'eau, tranquillement, et qui m'est venue à l'esprit. J'aimerais bien évoquer un petit peu l'affaire Pogba, ou en tout cas tout ce qui tourne autour de Pogba depuis ces dernières années. Alors Paul Pogba, on va pas forcément vous le présenter, c'est le champion du monde 2018 avec la France, sûrement le meilleur milieu de terrain du monde avec Kanté à l'époque. C'est un joueur plutôt irrégulier, mais qui fait briller par son talent, sa niaque et son comportement sur le terrain. C'est un joueur, en fait, c'est un milieu de terrain très grand, mais très athlétique et qui fait beaucoup de gestes techniques, qui a un très beau jeu. Je trouve une excellente qualité de passe. Je me rappelle d'une passe magnifique qu'il avait fait pour Giroud contre le Cameroun, je crois, ou le Congo. Magnifique. Bref, je sais pas pourquoi je pense à ça. Et en 2019 d'ailleurs, pendant une petite durée, la fin de saison, pendant 4-5 mois, il était d'ailleurs considéré comme un des tout meilleurs joueurs du monde parce qu'il mettait autant de buts et de passes décisives que des grands attaquants qu'on connaît comme Ronaldo, Lewandowski ou des choses comme ça. Un joueur vraiment très intéressant à regarder qui a été écarté pour la dernière Coupe du Monde. Tchouaméni qui a été préféré à lui parce que il s'était blessé avec la Juventus, il avait fait son grand retour à la Juventus. Il a été blessé très longtemps, je crois plus de 8 mois, et il est revenu, mais malheureusement il a subi un test antidopage et c'est pas passé. Du coup il risque une exclusion de 5 ans je crois, ce qui l'amènerait à plus de 36 ans et il annoncerait sûrement sa retraite. Un si grand joueur, je trouve, qui nous a fait vibrer quand il est arrivé en 2012. Je me rappelle, mon père, il me disait non, mais ça vaut rien. Ces petits jeunes, ils s'étaient pris un carton rouge dès son premier match avec les Bleus, c'est un truc de ouf. Et pourtant, il nous a fait vibrer tant par son attitude que par sa qualité de jeu. Et vraiment, moi, c'est un joueur qui m'a beaucoup plu sur le terrain, en dehors, et un super joueur qui a malheureusement eu trop de soucis, qui a eu un bilan un peu mitigé, mais vraiment un super joueur et ça me tenait à cœur d'en parler un petit peu. Ouais, puis s'il a été contrôlé pour dopage, c'est qu'il y avait bien une raison et que il a franchi un peu la ligne du sport à ne pas franchir, c'est-à-dire celle du dopage. Je pense. On n'a pas toutes les infos. C'était un joueur normalement considéré comme très intègre. Même Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, disait que c'était impensable qu'il puisse faire ça. Après, l'erreur. On sait que dans le sport, on a toujours droit. Il y a des doses à respecter. Pour le dopage, t'as le droit de prendre une certaine
une certaine dose qui est pas ce qui est pas mauvais pour le corps et ce qui est bon pour nos footeux qui enchaînent de plus en plus de matchs, des calendriers de plus en plus resserrés. Et parfois c'est des mauvais dosages, parfois c'est ceci, parfois c'est cela. Malheureusement, le droit reste le même pour tout le monde Heureusement même. Oui, heureusement. Et la sanction a pas encore été prononcée, je crois, mais elle sera sûrement Elle va être sévère. sans équivoque. Voilà. Je pense aussi. En tout cas, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre soutien. Je vais revenir sur mon allocution, mais c'est incroyable. Là, on vient de faire 200 vues en 2 jours. On a fait 500 en 1 mois. On a fait 2 reportages, plus de 5 vidéos maintenant. Donc c'est vraiment incroyable et tout cela c'est grâce à vous. Donc merci infiniment pour votre soutien. Vous pouvez partager cette vidéo comme d'habitude, la commenter bien évidemment. On lit tous vos commentaires, surtout les commentaires constructifs et bienveillants qui nous font progresser parce qu'on n'est pas des professionnels, du moins pas encore. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.